Je dois vous confesser quelque chose. Et je vous préviens, parce que c'est le genre de choses dont il vaut mieux prévenir les gens avant de la dire plutôt qu'après, ce que je vais vous raconter est à la fois parfaitement ridicule et, je crois, d'une importance philosophique que je ne suis toujours pas en mesure d'évaluer correctement. Ces deux choses ne s'excluent pas. C'est même peut-être le sujet. Il y a des années, je n'en préciserai pas le nombre par coquetterie, et aussi parce que ça ne change rien à l'affaire, je préparais l'agrégation de philosophie. Ce détail n'est pas une vantardise, d'autant que j'ai choisi une autre voie. C'est un avertissement. Ce qui suit s'est passé dans un contexte où les gens autour de moi croyaient penser professionnellement, ou étaient en voie de le faire. Des gens formés à ne pas dire n'importe quoi, des gens qui pesaient leurs mots avant de les poser sur la table, comme on pose de la porcelaine très fine sur une table également très fine, dans une pièce où tout le monde retient son souffle. C'est important de le savoir pour la suite. Le cours était donné par un professeur dont je tairai le nom, non par prudence juridique, mais par respect sincère pour ce qui lui est arrivé ce jour-là. Et parce que ce qui lui est arrivé ce jour-là ne mérite pas d'être attaché à un nom propre. Ça mérite mieux que ça, ou pire, je ne sais plus. Disons qu'il était illustre. Disons que quand il entrait dans une salle, les chaises se redressaient toutes seules. Disons qu'il avait publié sur Kant des choses que Kant lui-même aurait trouvées intimidantes, et qu'il avait une façon de prononcer le mot transcendantal qui faisait que les gens dans la salle avaient l'impression de ne l'avoir jamais vraiment entendu avant. Ce jour-là, il nous parlait de l'infini, pas l'infini des mathématiciens. Cantor, les cardinaux transfinis, les ensembles qui débordent sur d'autres ensembles, tout ça. Non, l'infini comme expérience. L'infini comme quelque chose qu'on ne peut pas penser frontalement, qu'on ne peut pas regarder en face comme on regarde une chaise ou un réfrigérateur, mais qu'on peut peut-être frôler. Il citait Pascal, le silence éternel des espaces infinis, la terreur que ça produit chez l'homme qui s'y retrouve confronté sans l'avoir demandé. Il citait Lévinas, le visage de l'autre comme effraction de l'infini dans le fini, comme quelque chose qui vient de dehors et qui s'impose. Il avançait lentement dans le cours, comme quelqu'un qui marche sur de la glace très fine et qui sait exactement où poser les pieds, et qui a quand même un peu peur. La salle était suspendue. C'est à ce moment précis qu'un étudiant a levé la main. Je me souviens de lui avec une précision qui me dérange encore. Cheveux longs et noirs, barbe grasse, pas le genre de barbe qu'on entretient, le genre de barbe qui arrive. Pull bordeaux, légèrement trop grand, avec une tache sur la manche gauche dont je ne me suis jamais demandé l'origine et dont je me demande l'origine maintenant, à l'instant, pendant que je vous parle. Un café dans la main alors qu'on était à au moins 40 minutes du début du cours. Comment ce café était encore chaud? C'est une question que je pose à l'univers et à laquelle l'univers n'a pas répondu. Il s'asseyait toujours au fond, comme si c'était un choix philosophique. Il n'était pas idiot, je tiens à le préciser parce que la suite pourrait laisser penser le contraire, et ce serait une erreur. Il n'était pas non plus particulièrement brillant, du moins pas de la façon dont on est brillant dans ce genre d'endroit. Il était ce qu'on appelle, faute d'un meilleur mot, quelconque, totalement, paisiblement, presque souverainement quelconque. Ce qui, vous allez le voir, est peut-être l'essentiel de toute cette histoire. Il a levé la main donc. Le professeur s'est arrêté, a acquiescé avec ce mouvement de tête lent et grave des gens qui ont l'habitude qu'on leur pose des questions importantes. Et l'étudiant a dit, je cite de mémoire, mais je suis absolument certain des mots parce que je les entends encore, avec l'intonation, avec le léger raclement de gorge qui a précédé, avec le silence qui a suivi, il a dit « Ce que vous décrivez là, cette expérience du frôlement de l'infini, je crois que c'est exactement ce que je vis sur les toilettes. Silence. Un silence d'une qualité particulière. Pas le silence de l'incompréhension. Personne dans cette salle n'avait mal compris. Le silence de la compréhension totale, immédiate et catastrophique. Le silence de 20 personnes qui viennent de recevoir quelque chose dans la figure et qui ne savent pas encore si elles doivent rire, partir ou prendre des notes. Le professeur a regardé l'étudiant. L'étudiant a regardé le professeur. Il n'avait pas l'air de plaisanter. Il n'avait pas l'air de provoquer. Il avait l'air de quelqu'un qui vient de partager quelque chose d'intime et de précieux avec la sincérité un peu nue de celui qui ne mesure pas entièrement, qui ne mesure peut-être pas du tout, ce qu'il vient de faire dans cet espace. Le professeur a peut-être toussé, a repris son cours. Personne n'a ri, pas même un rire étouffé, pas même un sourire qu'on retient. Rien.
Un silence propre, total, légèrement sidéré. Moi non plus, je n'ai rien dit. Mais je n'ai pas arrêté d'y penser. Et à un moment, je ne suis pas fier, ou plutôt si, je suis exactement à moitié fier, à un moment j'ai décidé de vérifier. Je me suis donc enfermé dans des toilettes. Je précise, des toilettes normales. Pas des toilettes exceptionnelles, pas des toilettes avec vue, ni des toilettes de palace avec du marbre et de la musique douce. Des toilettes standards, légèrement trop petites, avec ce carrelage beige qui n'est beige que parce que personne n'a jamais eu le courage de choisir une autre couleur. Le genre de toilettes qui existent pour être utiles et qui n'ont aucune ambition au-delà. Je me suis assis, j'ai attendu. Ce qui m'a frappé en premier, c'est la proximité des murs. Les murs des toilettes sont proches, très proches, d'une proximité qu'on ne remarque pas en temps normal, parce qu'on n'est pas là pour remarquer les murs, on est là pour autre chose. Mais quand on est là pour les murs, pour l'espace, pour ce que l'espace fait à la conscience, les murs sont vraiment très proches. J'ai tendu le bras gauche, j'ai touché le mur, j'ai tendu le bras droit, j'ai presque touché l'autre mur. J'ai pensé, est-ce que c'est ça? Est-ce que la finitude de l'espace produit par contraste le sentiment de l'infini? Est-ce que c'est une dialectique? Est-ce que Hegel aurait quelque chose à dire là-dessus? Hegel n'a rien dit, les murs non plus. J'ai regardé le plafond était bas, d'une blancheur légèrement jaunie, avec dans le coin supérieur gauche une tache d'humidité qui ressemblait vaguement à la Corse ou peut-être à la Sardaigne. Je n'ai jamais été certain de la différence à vue d'œil. J'ai fixé cette tache assez longtemps pour commencer à me demander si fixer une tache d'humidité en forme d'île méditerranéenne pouvait constituer une forme de méditation. J'ai conclu que probablement non, mais je n'étais pas tout à fait sûr. Ensuite, il y a eu la chasse d'eau. Je ne l'avais pas actionnée. Elle a fait un bruit toute seule, un gargouillis interne, le genre de bruit que font les tuyaux quand ils se souviennent de quelque chose ou qu'ils anticipent quelque chose. Un bruit organique et mécanique à la fois, venu de nulle part et de partout dans la cloison. Et pendant une fraction de seconde, une toute petite fraction, je ne vais pas exagérer, pendant une fraction de seconde, ce bruit venu du mur m'a semblé être exactement le genre de bruit que ferait l'univers si l'univers faisait des bruits sourds, continus, indifférents. J'ai regardé le siège. Le siège était là, blanc, légèrement froid, d'une platitude absolue, d'une banalité si totale qu'elle en devenait presque provocatrice. Et j'ai pensé, je vous demande de rester avec moi une seconde, j'ai pensé, est-ce que la banalité absolue est une porte? Est-ce que c'est précisément parce qu'il n'y a rien à voir ici, rien qui sollicite, rien qui réclame l'attention, que l'attention peut enfin aller quelque part qu'elle n'a nulle part ailleurs le loisir d'aller? Je suis resté là encore un moment. Rien ne s'est passé. Ou peut-être que quelque chose s'est passé et que je n'avais pas le vocabulaire pour le nommer. Ce qui revient peut-être au même. Je suis sorti. Voilà ce que je sais de Jacob. Jacob est un homme ordinaire, pas un prophète de formation, pas un prêtre, pas un sage désigné d'avance. Il fuit son frère Ésaü, qu'il a trahi. Il est seul dans un endroit qui ne s'appelle pas encore Bethel, et il s'endort par terre, la tête posée sur une pierre, parce qu'il n'a rien d'autre sous la main. Ce n'est pas un temple, pas au sommet d'une montagne, pas après 40 jours de jeûne et de préparation spirituelle. C'est dans un champ, la nuit, par accident. Et c'est là que l'échelle apparaît. Une échelle qui va de la terre jusqu'au ciel, avec des anges qui montent et qui descendent, dans les deux sens. Ce qui est un détail auquel je reviens souvent et que je ne comprends pas entièrement. Et Dieu, au sommet, qui lui parle directement, sans intermédiaire, sans protocole, sans que Jacob l'ait mérité d'aucune façon reconnaissable. Jacob se réveille et il dit, le texte est précis sur ce point, c'est ce que j'aime dans ce texte, cette précision, il dit « L'Éternel est en ce lieu », et je ne le savais pas. Pas « je l'ai cherché », pas « j'étais prêt », pas « j'avais fait ce qu'il fallait pour que ça arrive ». Je ne le savais pas. Ce qui me trouble depuis ce cours, depuis ce pull bordeaux et ce silence catastrophique, depuis ces toilettes beiges et cette chasse d'eau qui a fait un bruit toute seule, c'est une question que je n'arrive toujours pas à formuler proprement. Ce qui, pour quelqu'un qui a préparé l'agrégation de philosophie, est en soi une information sur laquelle je préfère ne pas m'attarder. La question est celle-ci. Est-ce que l'infini choisit ses portes d'entrée? Pascal avait ses nuits de feu, Lévinas avait la guerre et les camps, les mystiques avaient leurs cellules, leurs jeûnes, leurs années de discipline. Et Jacob avait son champ et sa pierre. Mais Jacob n'avait pas choisi son champ et sa pierre. Jacob était juste là, épuisé, en fuite, sans rien. L'étudiant au pull bordeaux n'avait pas choisi non plus. Il était juste là. Je ne vais pas vous dire que j'ai trouvé la réponse. Ce serait mentir, et ce serait surtout rater entièrement ce qui fait la valeur de la question.
Ce que je vais vous dire, c'est que depuis ce jour, depuis les toilettes, depuis Jacob, depuis le bruit de la chasse d'eau dans la cloison, il m'arrive rarement, et avec une gêne que j'assume pleinement, il m'arrive de me demander, dans certains moments de suspension, de silence inattendu, de pensées qui flottent sans s'accrocher nulle part, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est maintenant? Et je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Ce qui est peut-être, après tout, la seule réponse honnête qu'on puisse donner à une question pareille. L'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Voilà ce que j'avais à vous dire. L'humanité s'est toujours posé les grandes questions. Dans les temples, dans les agoras, dans les déserts, et parfois dans des endroits plus petits. Beaucoup plus petit. Le plus petit. L'abîme contemple l'homme qui contemple l'abîme, et l'homme contemple le plafond, tache d'humidité, paradigme. La vastitude du cosmos tient dans 1 mètre carré. Quand le cosmos est partout, même le beige est sacré. L'échelle des aides descend jusqu'où exactement? Jusqu'au siphon, jusqu'au silence, jusqu'à l'écoulement. Ceux qui montent vers le ciel et ceux qui partent à l'égout partagent le même axe, le reste c'est du flou. Le vide métaphysique appelle le vide du tuyau. L'un aspire les âmes, l'autre aspire autre chose. Les deux font un bruit sourd dans la cloison la nuit. Les deux sont indifférents, les deux ont bien compris. Cogito ergo flash. Je pense donc ça fuit. Cogito ergo flash. La vérité s'enfuit, l'échelle monte au ciel par le siphon du bas. La transcendance passe par là. On n'y peut rien. Le beige est la couleur de ceux qui n'ont pas osé. Le beige est le destin de ceux qui n'ont pas choisi. Le beige est universel, le beige est éternel. Le beige est peut-être la réponse. C'est possible. Le siège trône au centre froid, souverain, impassible. Il a vu des générations passer, il reste invincible. Les empires s'effondrent, les dynasties s'éteignent. Le siège demeure blanc, stoïque, il ne se plaint. La tâche au plafond règne sur son archipel imaginaire. Elle n'a pas de nom, elle n'en a pas besoin à faire. Les plus grandes vérités n'ont jamais eu de nom propre. La tâche le sait. Elle attend, elle est sobre. Cogito ergo flash. Je pense donc ça fuit. Cogito ergo flash. La vérité s'enfuit, l'échelle monte au ciel par le siphon du bas. La transcendance passe par là. On n'y peut rien. L'échelle est universelle. La chasse d'eau est universelle. La fuite est universelle. Le siphon est universel. Ceux qui s'élèvent et ceux qui s'écoulent sont frères depuis la nuit des temps, depuis les premières eaux premières. Le plombier et le prophète font le même geste. L'un répare la fuite, l'autre répare le reste. Mais la fuite revient, et le reste aussi. c'est ça l'infini. TVA non compris. Cogito ergo flash. Je pense donc ça fuit. Cogito ergo flash. La vérité s'enfuit, l'échelle monte au ciel par le siphon du bas. La transcendance passe par là. On n'y peut rien. Je suis entré avec une question, je suis ressorti avec une question. La chasse d'eau a tiré entre les deux. Ce détail me semble important. Je ne sais pas pourquoi. Flush. On n'y peut rien. Flush.